On a besoin de rassembler toute la gauche si on veut demain pouvoir gagner. C'est son premier mandat de député et il commence par un parcours du combattant, le vote du budget et les sacrifices qu'il implique. Tristan Lahaye, élu du nouveau Front populaire, est dans l'arène politique. Entrée dans l'arène politique, un podcast du Mensuel de Rennes et du Télégramme, présenté par Julien Joly, réalisé par David Brunet. Aujourd'hui, on reçoit Tristan Lahaye, député Nouveau Front populaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu dans la deuxième circonscription rennaise, qui contient un quartier appelé Maurepas, qui devait être la vitrine du renouveau des quartiers prioritaires. Aujourd'hui, à Maurepas, on voit le trafic de drogue, encore une fusillade le 26 octobre dernier. Tristan Lahaye, qu'est-ce que la gauche a raté à Maurepas ? D'abord, je crois que la sécurité, la tranquillité sont d'abord des compétences de l'État. Et cette question, elle n'épargne aucune des grandes villes aujourd'hui en France. C'est le cas, vous l'avez dit, à Rennes, c'est dramatique. Plus 30% de faits de délinquance à Rennes depuis 2019 quand même. Mais on pourrait regarder les statistiques à Nice, à Marseille, à Angers, à Nantes, à Paris, que sais-je. Et j'ai cité volontairement des villes de toutes couleurs politiques. Je crois que c'est un fléau qui concerne toutes et tous et qui doit pas souffrir la polémique inutile. Pour ma part, je crois que oui, il faut des moyens de l'État, que l'État mette des moyens appropriés à tous les niveaux pour endiguer ce fléau et ce crime, qui est le crime organisé, qui n'a pas sa place dans nos villes. Et surtout, les habitantes et les habitants de ces quartiers ont le droit à la tranquillité et à la sécurité, comme toutes et tous. Et justement, est-ce que les habitants n'en ont pas assez de ce ping-pong entre la ville et l'État, où chacun se renvoie un peu la responsabilité de la situation ? Est-ce qu'au final, c'est pas le RN qui récupère les billes ? Mais encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je crois d'ailleurs que la maire de Rennes s'est exprimée aujourd'hui en disant que tous et toutes devions prendre nos responsabilités. Je dis que oui, la question de la sécurité, elle est d'ailleurs une priorité annoncée de tous les gouvernements depuis 7 ans. Quelle est la responsabilité principale de l'État ? C'est incontestable au plan juridique. Il ne s'agit pas de renvoyer la balle, mais dire simplement les effectifs de police nationale comme les compétences de justice sont des compétences régaliennes. Donc à partir de là, il faut que les uns les autres prennent leurs responsabilités. Je crois que la ville en a pris les siennes aussi et est prête à faire les efforts qu'elle doit faire. Et encore une fois, ça c'est pas ma responsabilité, c'est celle des élus locaux, mais qui, je crois, font ce qu'ils ont à faire. L'État doit faire aussi ce qu'il a à faire, mais pas de veine polémique. On doit être les uns les autres main dans la main pour essayer d'endiguer ce fléau. Tristan Lahaye, on le disait, ça fait 4 mois que vous êtes député. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. En ce moment, c'est l'examen du budget, je vous le cache pas. Le NFP voulait le remanier pour le rendre compatible avec son programme. Alors, est-ce que c'est mission accomplie ? Alors d'abord, je suis membre de la commission des finances. La commission des affaires économiques. Ma langue a fourché, pardon. Mais ce sont des commissions assez proches. Le NFP a fait le travail en commission en trouvant des alliances régulières avec notamment l'IOT, le MoDem, une partie de celles et ceux qui ne figurent pas dans notre alliance de la gauche et des écologistes pour réussir à remanier en commission des finances le budget, de sorte que, on parle de la partie 1, c'est-à-dire les recettes que l'État prélève pour financer ses dépenses. Et en réalité, nous, ce qui nous importait, c'était de pouvoir retravailler une copie qui a été rendue par le gouvernement, qui ne nous satisfait pas parce que le dérapage budgétaire très conséquent, qui est celui du gouvernement précédent, appelle évidemment une correction, mais la correction principale qui est donnée qui est proposée par le gouvernement Barnier, c'est une correction sur les dépenses. C'est-à-dire qu'on dit que le dérapage budgétaire, on va le rattraper par une moindre dépense dans les services publics. Or, tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, notamment pendant la campagne électorale, c'est un besoin de services publics. Donc, ce que nous, on a estimé devoir être notre responsabilité, c'est s'attaquer sérieusement à cette question du dérapage budgétaire, parce que on n'a pas le droit de laisser filer les comptes publics, mais plutôt que de baisser la dépense et baisser les services publics, on a considéré qu'il y avait peut-être
à rétablir un certain nombre à rétablir une justice fiscale et à augmenter les impôts de celles et ceux qui se sont enrichis ces dernières années, ont les moyens de contribuer plus largement à l'effort de solidarité nationale. Donc ça, c'est en bonne voie. Ça, nous avons réussi à effectivement arracher des choses en commission des finances, à permettre par exemple que la contribution dite exceptionnelle sur les plus hauts revenus soit pérennisée dans le temps, qu'elle ne soit pas exceptionnelle mais qu'elle soit durable. Est-ce qu'on parle de la taxe Zuckman ? Non, on ne parle pas de la taxe Zuckman, même si là, en l'espèce, je ne parlais pas de la taxe Zuckman, mais en effet, la taxe Zuckman a été approuvée en commission des finances. Qui est une taxe sur les milliardaires, c'est une taxe pour sur rappeler. les milliardaires, en effet, c'est un très petit nombre de personnes, et qui concernerait simplement leur patrimoine excédentaire d'1 milliard d'euros. Donc, ça veut dire que... Vous les mettez pas à la rue, quoi, en quelque sorte. On les met pas à la rue, on ne touche pas le patrimoine qu'ils ont jusqu'à 1 milliard d'euros, et à partir d'1 milliard d'euros, on dit qu'on peut prélever 2%. Je crois qu'il leur reste donc 98% de la fortune excédentaire d'1 milliard d'euros, ce qui laisse largement de quoi vivre, je crois, et cette seule mesure, qui est donc promue par un économiste de renom et reconnu à l'international, permettrait de recevoir plus de 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État, ce qui est substantiel à l'heure où, encore une fois, le dérapage budgétaire est conséquent. Est-ce que toutes ces avancées ne risquent pas d'être symboliques et de ne pas survivre à la navette parlementaire avec le Sénat ? On verra bien. Je crois qu'il y a, au-delà d'une discussion sur les hypothèses de ce que va faire le Sénat, du 49.3 ou pas 49.3, je crois qu'il y a une petite musique qui s'installe comme ça, qu'il faut un peu, à laquelle il faut tordre le cou, qui est finalement celle d'une forme d'évidence à ce que Michel Barnier emploie le 49.3 et foule au pied comme ça la démocratie parlementaire. Je dois vous dire que personnellement, député depuis quelques mois, comme vous l'avez dit, et qui siègent surtout depuis le mois de septembre, je constate une forme de désinvolture du camp présidentiel à l'endroit de la responsabilité qui est la nôtre en tant que parlementaire, avec un camp présidentiel qui n'était représenté que par 14 de ses membres pendant la discussion budgétaire ce week-end, avec l'organisation sous l'égide de Yael Braun-Pivet de commissions qui étudient la loi de finances sur la sécurité sociale en même temps qu'est voté le budget en séance plénière dans l'hémicycle, ce qui donne le sentiment pour ceux des citoyens qui nous regardent que nous ne sommes pas présents, alors même que certains de nos collègues sont ailleurs dans des commissions à voter la sécurité sociale pendant que nous travaillons sur les questions budgétaires. Ils sont pas devant les caméras, mais... Ils sont pas devant les caméras, mais ils travaillent quand même. Et de confidence de parlementaires qui étaient élus avant 2017, ça s'est jamais produit de la sorte. Et c'est d'ailleurs assez indigne du respect qu'on doit à la représentation nationale, parce que lorsque votre député travaille dans une commission, il ne peut pas être dans l'hémicycle à voter le budget, or sa voix a autant d'importance qu'une autre. Et tout ça pour dire quoi ? Pour dire que s'installe l'idée que finalement on pourrait faire sans l'Assemblée nationale sur ce budget. Or, l'Assemblée nationale, elle est la seule représentant la nation habilitée, ou en tout cas légitime, à observer les questions de recettes et de dépenses, c'est-à-dire les grandes questions qui intéressent le devenir du financement des services publics notamment. Alors justement, le RN dépose ce jeudi une loi d'abrogation de la réforme des retraites. Vous nous parliez des coulisses un peu de l'Assemblée nationale. Est-ce que sur ce coup-là, vous n'avez pas l'impression que la gauche s'est fait un peu piéger ? Est-ce que c'est pas une manœuvre face à laquelle vous êtes aujourd'hui ? Moi, je crois que c'est surtout que l'extrême droite essaie de nous piéger là-dessus, en effet. Mais les masques sont un peu tombés lorsque, justement, en commission des affaires sociales, lors de l'examen de la loi de finances sur la sécurité sociale, ils ont refusé catégoriquement que nous envisagions une augmentation des cotisations sociales pour, justement, financer l'abrogation de la réforme des retraites. Et le RN veut faire comme ça un coup, je crois, mais n'est pas prêt à emporter l'ensemble des conséquences, notamment sur le financement de la réforme.
Et donc je crois qu'au fond, ils sont pas très sérieux dans leur démarche, mais qu'ils entendent simplement, je dirais, avoir une expression à caractère symbolique. S'ils veulent vraiment la suppression, l'abrogation de la réforme des retraites, il y a un chemin qui était sûr et certain. C'était celui de la motion de censure. Aujourd'hui, le RN soutient de fait le gouvernement Barnier puisqu'il a refusé de voter la motion de censure que nous avons déposée. En tant que député, vous ne voteriez pas un projet de loi d'abrogation des retraites si elle vient de l'extrême droite? Je me poserai la question sincèrement si le projet de loi était déposé tel qu'il pourrait emporter l'abrogation réelle de la réforme des retraites. Là, en réalité, il y a deux impasses. Il y a d'abord une impasse réglementaire. Si nous adoptions l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le texte partirait au Sénat, puis reviendrait en CMP, qui ne serait jamais convoqué. En réalité, il y a tous les arsenaux juridiques sont tels que le gouvernement, nonobstant une abrogation possible, le fait que l'Assemblée nationale approuve l'abrogation de la réforme des retraites, elle ne serait pas abrogée, d'une part. Donc le chemin le plus sûr pour l'abroger, c'est encore la motion de censure. Et deuxièmement, moi je suis quelqu'un de conséquent en politique, je suis pas de ceux qui disent qu'on peut raser gratis. La réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites suppose un financement approprié, et on peut pas dire comme ça qu'on est pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais qu'en revanche, on peut s'épargner son financement. Et donc quand le RN nous dit explicitement qu'il refuse l'augmentation des cotisations sociales, patronales ou salariales, de fait, il abandonne en réalité cette abrogation. Tristan Ouellet, vous avez battu la députée sortante Laurence Maillard-Meignery, présidente de Renaissance 35. À l'époque, on vous qualifiait un peu de fossoyeur de la Macronie rennaise, qui a encore quelques élus municipaux, ne l'enterrons pas trop vite. À ce moment-là, en tout cas, la gauche crie victoire. Finalement, on voit un deal entre Emmanuel Macron et la droite, je résume, qui amène Michel Barnier au pouvoir. La situation telle qu'on la connaît actuellement. Comment vous avez vécu, vous, de l'intérieur, cette nomination ? Comme une forme de trahison vis-à-vis des électeurs. D'abord, la manière dont moi je le vis intérieurement, on s'en fiche un peu. En revanche, je crois qu'il y avait deux messages très forts qui avaient été envoyés pendant l'élection législative. Le premier, c'était la volonté de changement, qui d'ailleurs s'était exprimée à l'extrême droite, comme dans le nouveau Front populaire, mais le deuxième message, c'était aussi le barrage à l'extrême droite. Et le résultat est un résultat qui trahit ces deux messages forts. La première trahison, c'est sur le changement de politique, parce que on a quand même un camp présidentiel qui a expliqué tout l'été qu'il ne fallait pas nommer Lucie Castet pour ne pas changer de politique économique et sociale. Or, c'est pas à Emmanuel Macron et à ses amis de décider à la place du peuple français. Le peuple français s'est exprimé pour demander un changement. Et d'ailleurs, il a placé le NFP en tête. Donc, il aurait été de la responsabilité du NFP que de prendre ses responsabilités et de former une majorité à l'Assemblée nationale, et de sorte qu'on puisse voter un budget, des textes, etc. Mais de disqualifier la force arrivée en tête sous prétexte qu'elle entend remettre en cause la politique du président, ça relève d'un non-sens démocratique. Donc, premier message, changement de politique. Un non-sens démocratique, un déni de démocratie, disent certains. C'est une expression dans laquelle vous vous retrouvez aussi. Pleinement, oui. Je pense que que ça abîme fortement la démocratie, que ça peut interroger nos concitoyennes et citoyens sur le fait de revenir aux urnes demain. Bref, c'est je crois, mauvais en tout point, sur un plan démocratique. Et puis le deuxième message, encore une fois, c'était le barrage à l'extrême droite, le refus catégorique, et encore majoritaire, je dis encore, parce que je crois qu'il y a une forme de sursis qui a été donnée à la République, mais ce barrage-là, quelque part, il est aussi trahi quand aujourd'hui, Emmanuel Macron et Michel Barnier ont fait le choix d'un accord de non-censure presque explicite. Donc on est entre l'implicite et l'explicite, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais avec l'extrême droite. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'extrême droite, grosso modo, dit tant que vous ne nous abîmez pas,
vous nous respectez, vous reprenez d'ailleurs ci ou là quelques-unes de nos propositions, confère l'annonce d'une énième loi immigration, alors nous, je parle au nom de l'extrême droite, nous ne vous censurerons pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc les deux messages, le changement de politique comme le refus de l'extrême droite, sont trahis avec la nomination de Barnier et avec les premiers éléments de direction politique qu'il a bien voulu nous transmettre. Alors vous parlez de deux messages, il y en a quand même un troisième, c'est la ligne qui consistait à dire, une ligne soutenue par LFI, qui consistait à dire au soir du second tour, on appliquera tout le programme et rien que le programme. C'est cette ligne qui a justifié, ou était censée justifier la non-nomination de Lucie Castet. Vous étiez d'accord avec ce plan, tout le programme, rien que le programme? Non, d'ailleurs je pense que c'était pas la ligne du NFP, ça a été peut-être une expression malheureuse. Moi, je préfère dire que notre action se serait située dans le programme et pas à l'extérieur du programme. C'est important. Mais tout le programme, rien que le programme, oui. Il n'était pas question pour nous de faire autre chose que ce pour quoi on a été élus. En revanche, tout le programme, quand nous n'avions pas de majorité absolue, c'était de fait nous condamner à ne pas gouverner. Mais l'expression de Lucie Castet, qui était notre candidate commune, n'a pas été cette expression-là. Elle l'a dit tout au long de l'été, qu'elle travaillerait dans le cadre du programme, avec l'ensemble de celles et ceux qui avaient été élus, quelle que soit leur force politique et leur groupe d'appartenance à l'Assemblée, à élargir la majorité de sorte que l'on puisse gouverner. Et c'est ce travail-là qui, normalement, aurait dû être le nôtre, si d'aventure Emmanuel Macron avait voulu respecter les institutions et la démocratie. En octobre, on vous a vu aux côtés de François Ruffin en Ille-et-Vilaine pour le lancement de la coopérative politique Gagner en Ille-et-Vilaine. Alors, je vous avoue, coopérative politique, ça semble un peu fumeux comme terme. Est-ce que c'est un parti? Est-ce que c'est un mouvement? Qu'est-ce que c'est exactement ce nouveau concept Gagner en Ille-et-Vilaine? Là, vous l'interrogerez, parce que moi, je me suis exprimé sur les réseaux sociaux à ce moment-là pour dire que je le soutenais en tant que collègue au groupe écologiste et social. Je le soutenais également parce que je considère que c'est quelqu'un qui a une voix singulière, qui porte d'ailleurs le nombre de personnes qui se sont déplacées à Dingé un dimanche après-midi à 15h avec rien d'autre à l'ordre du jour que « Bonjour, venez rencontrer François Ruffin ». Il y avait 500 personnes ou 400 personnes à Dingé à 14h un dimanche. Bon, ça atteste de sa capacité à parler à beaucoup de gens à gauche et je trouve que sa voix singulière est très intéressante. En revanche, moi j'ai indiqué assez clairement que je n'entendais pas construire une écurie présidentielle particulière, ni même un parti autour de M. Ruffin. Vous êtes venu en voisin plutôt qu'en soutien. En soutien aux collègues que je respecte énormément et que j'admire pour partie. Mais en revanche, ma ligne est celle de la construction du nouveau Front populaire et, si possible, d'une force politique qui rassemble celles et ceux qu'on a vus se lever pendant les campagnes législatives pour préparer un programme et la conquête du pouvoir. Sans quoi, si nous ne savons pas nous rassembler et travailler collectivement à notre dépassement, je parle de l'ensemble des forces qui composent le NFP, j'ai peur que nos positions isolées les uns des autres ne se traduisent par un affaiblissement de la gauche qui précipite la victoire de l'extrême droite. Donc mon mandat depuis que je suis élu, et je pense d'ailleurs que on devrait le dire à l'ensemble des députés NFP, personne n'a été élu sur une étiquette France Insoumise, PS, Europe Écologie Les Verts ou Génération Parti Communiste ou je ne sais quoi. On a tous été élus avec une étiquette NFP, moi j'en suis très conscient, et je m'attache à travailler la perpétuation de cette union, à sa consolidation, son renforcement, avec des principes démocratiques qui doivent animer ce collectif. Et je crois que voilà, François Ruffin est une des personnes qui peuvent incarner ce rassemblement. C'est à ce titre-là que je suis allé le soutenir. Parce qu'effectivement, vous avez dit un jour, mon héritage, c'est celui de la gauche rennaise, bretilienne, bretonne. Or, la gauche rennaise, historiquement, c'est plutôt la ligne social-démocrate à la François Hollande. C'est pas vraiment la ligne François Ruffin. Vous savez, la gauche rennaise, c'est aussi celle qui, depuis qu'elle est aux responsabilités, a toujours été une gauche de rassemblement de la gauche. Toutes les équipes successives
Edmond Hervé dans un premier temps, puis Nathalie Appéré, en passant par Daniel Delaveau, ont rassemblé la gauche, alors, avec plus ou moins, mais en 77, on avait les communistes et les socialistes. Maintenant, il y a les communistes, les socialistes, d'autres forces comme la mienne, Génération, mais aussi des écologistes. Et, la gauche brétilienne, la gauche bretonne, c'est aussi, dans la plupart du temps, des histoires de rassemblement de la gauche. Ou de brouillage, parce qu'on vous voit avec Ruffin, on sait que Nathalie Appéré soutient Glucksmann. Est-ce qu'au final, ça brouille pas la ligne de la gauche rennaise? Je crois pas. D'abord, il faut se rappeler que la diversité n'est pas l'ennemi de l'union en la matière. C'est-à-dire la gauche sera jamais caporalisée. C'est ce qui nous distingue aussi de la droite. C'est-à-dire que lorsque la droite, elle se définit par un rapport qui n'est pas le nôtre à l'autorité, au chef, nous, on fait quand même de la diversité des opinions, du pluralisme, de la démocratie, du débat, des formes d'identité politique collective, mais qui ne doivent pas empêcher le rassemblement. Donc, encore une fois, moi, je considère que les uns et les autres peuvent exprimer des positions, des points de vue, que tout ça participe aussi de notre intelligence collective. En l'occurrence, François Ruffin a été extrêmement critique sur le NFP. Oui, il l'a été d'ailleurs. Et il a été critique vis-à-vis d'une partie du NFP, pour dire les choses très plus objectivement, mais je me souviens surtout qu'il a été l'initiateur du NFP. Oui. C'est lui qui, au soir de la dissolution, appelle à un nouveau Front populaire, en ces termes, et c'est ensuite que s'organisent les choses. Mais encore une fois, moi je vous ai dit, je trouve que c'est une personnalité qui a beaucoup de qualités, beaucoup d'intérêt, mais je veux pas je confonds pas l'intérêt que je peux avoir vis-à-vis de tel ou tel avec le besoin de collectif. On a besoin de rassembler toute la gauche si on veut demain pouvoir gagner. Dont éventuellement François Ruffin. Bah oui, donc François Ruffin comme les autres. Et d'ailleurs, lors de la fête de l'UMA, vous disiez le NFP doit s'élargir. Vers qui le NFP peut s'élargir aujourd'hui? Comment vous envisagez la conversion du NFP en une force politique de long terme qui ne finirait pas par s'essouffler au fur et à mesure que législatives s'éloigneraient dans le temps? C'est vrai que c'est un sujet, comment on arrive à faire vivre un collectif qui... Comment on finit pas comme le macronisme, on pourrait dire presque. 4 groupes politiques à l'Assemblée nationale, plusieurs formations politiques qui les composent. Moi, d'abord, je pense qu'on aura un sujet sur la manière dont on prépare l'élection présidentielle prochaine, qui va être un moment important de la vie démocratique de ce pays, et quelque part... on aura là une épreuve de vérité qui permet de sortir de l'abstraction conceptuelle de ce que nous pensons respectivement les uns des autres du NFP pour travailler la matière concrète politique. Et donc là, je crois qu'on aura une épreuve de vérité. Moi, je plaiderais pour que le plus possible, nous allions vers des démarches qui permettent une candidature unique à l'élection présidentielle. Et le NFP peut être la force qui organise un processus de désignation d'un candidat ou d'une candidate à l'élection présidentielle. Et pour ma part, je considère que c'est le plus important. C'est-à-dire que plus que de soutenir tel ou tel, le ou la candidate qui sera désigné dans un processus démocratique collectivement qui représentera la gauche et qui pourra être finalement le ou la candidate du NFP, nouvelle version pour la présidentielle, sera mon ou ma candidate. Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, ça n'a pas été facile de s'entendre sur une figure de Premier ministre à présenter. Est-ce que ça va pas être encore plus difficile de s'entendre sur un candidat ou une candidate à la présidentielle? Certainement. Mais vous m'avez posé la question de l'élargissement. Je pense qu'on a besoin, quand je parle d'élargissement, de donner des cadres, de proposer des cadres à celles et ceux qui sont dans les partis, mais qui ne souhaitent pas être exclusivement cantonnés à des débats internes à leur parti, et à toutes celles et ceux qui sont à l'extérieur des partis. Je pense en particulier à l'ensemble des militants, des organisations syndicales ou associatives qui ont fait partie du NFP, qui se sont engagés, qui sont un peu orphelins aujourd'hui de pouvoir
avoir voix au chapitre sur la suite des événements. Donc l'élargissement du NFP, c'est à eux que je pense. Et voilà, je pense qu'il faut élargir le NFP, permettre l'engagement de toutes et tous pour avoir une candidat ou un candidat qui ait toute la force nécessaire pour représenter la gauche. J'ai beaucoup parlé de l'élection présidentielle. Il faudrait aussi, moi je plaiderais pour que ça s'accélère de manière à ce que ce soit aussi une force qui permette de résister à un gouvernement qui est un gouvernement antisocial. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle moi j'organise régulièrement, tous les 4 à 6 semaines, une réunion dans la circonscription, dans tous les territoires de la circonscription, qui permet, ouvert à toutes et tous, et qui permet de faire vivre le NFP concrètement. Alors vous parlez d'élargissement, est-ce qu'on peut imaginer pour les prochaines municipales un élargissement de la majorité rennaise à LFI, qui est devenue une force incontournable à gauche localement? Écoutez, moi j'ai vraiment fort à faire avec mon mandat de parlementaire. Et je considère que c'est pas à moi de parler de la prochaine élection municipale rennaise. C'est un peu facile comme réponse. Non, il faut clarifier les positions. Là, pas du tout. Je peux vous en parler. Je peux vous en parler autour. Vous prenez la clarté des positions des uns et des autres. Voilà. Mais oui, c'est le jeu qu'on vous demande d'avoir une position claire là-dessus. Permettez que je vous la donne dans ce cas. Je vous le dis encore une fois, je pense que c'est d'abord la responsabilité de celles et ceux qui, aujourd'hui, dans ma formation politique, comme dans d'autres, qui participent de la majorité municipale, à travailler ces questions-là. Pour ma part, j'ai toujours été partisan de l'union. Je ne vais pas défaire cette opinion à l'occasion de cette échéance-là. Je considère que l'union doit s'inscrire dans ce qu'est un bilan partagé et un programme à construire. Mais ça, encore une fois, ce sera le travail qu'il faudra faire dans les prochains mois et qui ne va pas occuper la majeure partie de mon temps, parce que en politique, on partage aussi un peu le temps de travail. Et en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup à faire avec le mandat qui m'a été confié. Je considère que c'est la responsabilité de celles et ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités municipales. Voilà, pour ma part, oui, l'union, c'est une forme de mantra à gauche, et si j'ose dire, il doit se faire, mais sur la base, encore une fois, de bilan et de programmes à construire en commun. Voilà. L'union, un bilan commun. On rappelle que vous êtes dans le groupe écologiste et social à l'Assemblée. Vous pensez que ce serait pas opportun, du coup, qu'une liste écologiste parte toute seule au premier tour lors des prochaines municipales? Franchement, ce sont des questions, mais de la même manière que la précédente question, c'est pour moi beaucoup trop tôt pour y répondre. Et je n'ai aucune légitimité pour le faire. Je vous le dis de manière très simple, mais moi, je suis aussi assez, revenu d'une pratique politique des baronnies où les grands parlementaires donnent le là à l'ensemble de leurs équipes municipales ou de leurs troupes locales. Considère que c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faudrait faire ou pas. Et mes collègues en responsabilité, à génération, celles et ceux qui sont écologistes, les autres qui sont socialistes, les communistes, devront se poser les questions en temps voulu, mais encore une fois, j'ai pas particulièrement de légitimité à vous en dire davantage. Sur une autre question, mais toujours sur les municipales, pas besoin de boule de cristal pour savoir que parmi les questions qui se poseront, il y a sûrement celle de la sécurité qui reviendra dans le débat. On parlait tout à l'heure des fusillades qui sont, on le rappelle, en lien avec le trafic de drogue. Tristan Lahaye, en 2021, vous étiez favorable à la légalisation du cannabis. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, pleinement. Je pense qu'on a besoin d'une politique à 180 degrés sur ces questions-là, c'est-à-dire qui intéresse à la fois fortement les questions de sécurité, de justice, comme on a pu le dire en début d'entretien, mais qui prennent aussi à bras le corps des questions de santé publique, de prévention, et donc à cet endroit-là, moi je considère comme beaucoup d'autres, je suis pas du tout un cas isolé, au contraire, qu'on a besoin de regarder les choses avec lucidité et de sortir d'une forme d'hypocrisie sur la question. Oui. Merci beaucoup Tristan Lahaye. On s'arrête ici, vous pouvez retrouver cet entretien dans le mensuel de Rennes de novembre et aussi sur le telegram.fr. À très bientôt. Merci.